aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme je vous avais un petit peu prévenu dans le bilan de l'année 2023, aujourd'hui on va s'attarder sur mes coups de cœur de l'année 2023 parce que pour le coup, mes coups de cœur de 2023 se comptent au nombre de 6 et la majorité d'entre eux ont été de gros coups de cœur. Vraiment, ils m'ont fait vraiment du bien. Ça m'a bien marqué et j'avais envie, du coup, pour le coup, de m'attarder un petit peu plus sur le sujet, même si je ferai peut-être pas ça tous les ans. Là, pour le coup, j'avais vraiment envie de m'attarder un petit peu plus. Donc aujourd'hui, on est parti pour mes coups de cœur de 2023. Je commence du coup par le premier coup de cœur de l'année 2023 qui est arrivé en mars, il me semble même début mars. Et il est arrivé à la suite de lectures qui avaient été pas assez satisfaisantes me concernant. Ça avait été de bonnes lectures, mais au final ça n'avait pas été satisfaisant et il me semble que le mois précédent avait été un mois assez catastrophique. Donc voilà, c'est arrivé pile au bon moment, notamment en plus de cela, c'était vraiment une lecture que j'avais aimée de par son ambiance, de par les thèmes abordés, de par les personnages, de par l'intrigue, bref, j'avais beaucoup aimé. Il s'agit donc du premier tome de la Duperie de Guenièvre de Kristen White aux éditions de Saxus, et moi je l'ai en format relié, je l'ai pas dans les mains mais je vous mettrai la photo ici. Donc ici évidemment on a une réécriture des légendes arthuriennes et c'est pas quelque chose que je connais, les légendes arthuriennes, j'ai vraiment jamais rien lu de ces légendes. Je connais les légendes arthuriennes. Qui ne connaît pas les légendes arthuriennes en France et en Angleterre? Parce que évidemment tout le monde connaît, c'est tellement connu. Mais là, on avait vraiment le parti pris d'écrire l'histoire au travers des yeux d'une femme, notamment Guenièvre, et on apprend très rapidement, de toute façon, c'est dans le 4e de couverture, Guenièvre n'est pas Guenièvre. Voilà, elle est envoyée par Merlin, donc à Camelot, pour aider Arthur à régner et pour le protéger des choses néfastes qui pourraient lui arriver, de la magie, tout ça, tout ça. Et franchement, déjà d'une, l'ambiance générale, j'avais adoré. Il y a une ambiance pleine de mystère, on a une ambiance quand même qui est lourde par moments et qui est en même temps un petit peu plus légère. On a une ambiance vraiment je sais pas, mystique je trouve, et je trouve que ça rend très bien, c'est vraiment le monde des légendes arthuriennes. J'ai adoré le parti pris de l'autrice qui va mettre littéralement en avant les femmes, et vraiment elle réinterprète littéralement le mythe des légendes arthuriennes, et franchement j'avais trouvé que ça avait été tellement bien fait, tellement bien amené, en mettant la part belle aux femmes. Là on a des femmes quand même qui sont extrêmement intéressantes, extrêmement travaillées, qui sortent des sentiers battus et qui, pour ce type de roman et pour l'époque, c'est vraiment assez innovant, vraiment par rapport à l'époque de l'intrigue, hein, pas par rapport à l'époque de l'écriture, mais par l'époque de l'intrigue, c'était vraiment bien amené. J'ai également énormément aimé le personnage de Guenièvre. Guenièvre est un personnage qui est peu sûre d'elle parce que elle-même, elle a des trous dans sa vie, dans son passé. Elle essaie de se souvenir, mais c'est compliqué. Elle est pleine de mystères, et un mystère qu'elle n'arrive même pas elle-même à résoudre. Donc elle est pleine d'incertitudes, et en même temps c'est un personnage qui est volontaire, qui est fort et qui essaie vraiment de faire au mieux. Et on a toute l'intrigue derrière qui est extrêmement bien faite, extrêmement bien amenée. Bref, j'avais adoré ce premier tome. Et je vais essayer de lire la saga complète du coup cette année parce que j'ai hâte malgré tout de découvrir la suite des aventures de Guenièvre, de ses amis, et voir comment les choses vont évoluer. Deuxième coup de cœur, et celui-ci c'est pas le gros coup de cœur, mais il m'a fait du bien. J'avais adoré la mythologie, j'avais adoré l'ambiance, j'avais adoré les personnages, l'univers, l'intrigue. Il s'agit de la fiancée du dieu de la mer, de Xiao In, je crois. Pareil, je vous mettrai la couverture ici puisque j'ai pas les livres avec moi. Et c'était publié aux éditions Lumen. Alors déjà, la couverture est juste de toute beauté, j'adore la couverture. Et ici on est complètement à l'opposé du mythe des légendes arthuriennes, puisque là on réinterprète des légendes coréennes ou japonaises. Non, je crois que c'est coréenne. Je suis plus très sûre, il me semble que c'est coréen, pardon, mais comme je connais pas trop les mythes et légendes de ce coin-là, je peux pas vous dire exactement. Bref, ici on suit une jeune fille qui va devoir se séparer de sa future belle-sœur, puisqu'elle a été choisie pour épouser le dieu de la mer. Et autant vous dire que la voir aussi triste et voir son frère aussi effondré, lui qui est fou amoureux de la jeune fille, se dit que non.
elle va pas laisser faire les choses et elle va se sacrifier à la place de sa belle-sœur. Et elle va arriver dans un univers complètement onirique, complètement différent, avec une ambiance un petit peu à la Ghibli, que j'ai adoré. J'ai adoré. On retrouve tout un tas de personnages différents, des dragons, des fantômes, des créatures un petit peu particulières. Et on a ce personnage-là qui se retrouve être sacrifié à la place du coup de sa belle-sœur. Donc c'était pas prévu au programme, ni pour elle de base, ni pour le dieu de la mer ou pour les autres. Et donc elle va se retrouver dans cet univers et elle se dit que non, il y a un truc qui va pas quand même, c'est bizarre, voilà, c'est très très bizarre. Et donc elle va essayer de découvrir ce mystère et ça va l'emmener dans des endroits complètement inattendus, complètement différents. J'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'intrigue qui peu à peu se développe avec finalement des choses que moi je m'attendais pas forcément à voir venir, peut-être parce que je connais pas du tout ce type de mythologie, ce type de légende, et que ça m'a un peu surprise, mais c'était tellement agréable à lire, l'ambiance était tellement facile, les personnages étaient tellement attachants, intrigants, intéressants, on n'avait pas le temps de s'ennuyer, et j'ai adoré cette lecture. J'espère que les éditions Lumen ou d'autres maisons d'édition publieront d'autres romans de cette autrice si elle a déjà publié autre chose, parce que je sens que ça va être également du bon. On passe du coup aux romans qui pour moi sont, aux romans et aux graphiques qui pour moi sont vraiment les bons gros coups de cœur de l'année 2023. Je commence du coup par la duologie d'un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers aux éditions de La Talente. Donc je vous mets la couverture du tome 1 ici, c'est une duologie donc il n'y a pas énormément à lire, surtout que ce sont des tout petits livres, mais mon dieu, ces livres sont tellement bien faits. Donc ici on est dans un univers futuriste, assez écologique, puisque les humains ont décidé de changer de mode de vie et de ne plus détruire tout ce qui les entoure, et donc on va suivre un jeune homme ou une jeune femme puisqu'il est non-genré, qui ne se reconnaît plus dans le travail qu'il fait et donc décide de partir à l'aventure et de partir là où les humains ne vont plus, donc dans la forêt sauvage. Et c'est là qu'il va tomber sur un robot qui ont pris leur indépendance il y a plusieurs siècles de ça et qui ont décidé de quitter l'humanité pour partir vivre dans la forêt sauvage. Et les humains ont dit ok d'accord, faites ce que vous voulez, allez faire vos vies, si un jour vous avez envie de revenir, il n'y a pas de souci, revenez, nous on vous laisse tranquille. Et donc ce robot et lui vont former un tandem, un duo, et chacun va apprendre de l'autre. Et sincèrement, c'est vraiment une duologie mais pépite les gars. Il faut absolument que vous découvriez ce roman, en tout cas cette petite saga, cette petite duologie, ou même d'autres romans de l'autrice, parce que sincèrement elle arrive à écrire des histoires qui sont extrêmement intéressantes, qui abordent des thèmes qui sont littéralement encore aujourd'hui d'actualité et hyper importants, sans pour autant que ce soit moralisateur. C'est hyper bienveillant, on a vraiment des personnages qui sont ultra attachant, c'est très bien abordé, c'est des sagas en plus qui font du bien au moral, qui sont tout doux si vous voulez, il n'y a pas de grandes actions à mener, il n'y a pas d'humanité à sauver, il n'y a pas d'aventure rocambolesque, non, on est vraiment dans la vie du commun des mortels qui essaient de se trouver une raison de vivre, de trouver un sens à leur vie, un sens à ce qui les entoure, et c'était tellement bien fait, c'était tellement bien écrit, ça se dévore, je vous assure, c'est vraiment le genre de saga qui fait du bien au moral. Moi depuis que j'ai découvert Becky Chambers, je vous assure, c'est l'une de mes autrices préférées, il faut absolument que vous lisiez ce qu'elle fait. Je continue également avec une saga graphique que j'ai terminée en 2023 en 6 tomes. Il s'agit du Sommet des dieux de Jiro Taniguchi aux éditions Casterman. Donc, pareil, je vous mets la photo ici et sincèrement, de Jiro Taniguchi pour moi, pour le moment, c'est absolument le meilleur. J'ai adoré d'un bout à l'autre cette saga en 6 tomes. Donc ici, ça se passe fin d'année 80 et ça court après sur plusieurs années. On y suit un journaliste qui est au Népal
pour suivre en fait des alpinistes qui veulent gravir l'Himalaya, puisque l'Himalaya c'est le sommet de tous les alpinistes, que tous les alpinistes veulent monter, sauf qu'il va tomber sur un appareil photo qui pourrait changer un petit peu la face du monde vis-à-vis des alpinistes, puisque vous vous rendez compte que il y a des années, monter l'Himalaya, c'était pas aussi facile que ça l'est, et surtout selon certaines faces de la montagne, et également selon la période. D'ailleurs, c'est extrêmement dangereux encore aujourd'hui, des gens en meurent. Et donc, dans les années 20, deux personnes ont décidé de monter, de gravir l'Himalaya sur l'une des faces les plus dangereuses de la montagne, en plein hiver et en solitaire dans les années 20, donc c'était pas avec le matériel d'aujourd'hui, hein. Et malheureusement ils n'en sont jamais redescendus, ils sont arrivés presque au sommet, mais on ne sait pas s'ils ont réussi à atteindre le sommet ou non. Or cet appareil photo qui réapparaît et qui appartenait aux alpinistes pourrait être la preuve ou que oui ou non, ils ont réussi à gravir la montagne sur cette face en plein hiver et en solitaire. Et à partir de là, on va suivre ce journaliste qui va partir à la recherche de cet appareil photo et également d'un autre alpiniste japonais ultra connu qui a disparu ces dernières années et qui pourrait l'aider à retrouver cet appareil photo. Et sincèrement, ce manga pour moi c'est un vrai culte, quoi. C'est un manga culte, c'est un grand classique, c'est un manga à découvrir parce que Jiro Taniguchi, il va dessiner de façon absolument magnifique, et pourtant c'est pas un style qui moi de base me parle, mais il a vraiment un dessin d'une précision absolue. Il a des planches qui sont d'absolument déjà toute beauté. On a une histoire extrêmement profonde, extrêmement bien amenée, avec des faits historiques qui sont relatés. Alors attention, hein, c'est pas du fake, hein, c'est vraiment des faits historiques qui sont relatés dans le manga. On va suivre des personnages qui sont extrêmement forts, qui sont extrêmement bien amenés, avec des thèmes abordés qui sont ultra intéressants, c'est-à-dire vivre à 100 à l'heure, c'est pas toujours ok, on vit pas bien, on n'est pas forcément heureux, donc chercher à atteindre un but pour vraiment se retrouver. On a également le thème des alpinistes, en tout cas de cet alpiniste japonais qui ne vit que pour la montagne. Il n'est heureux qu'en montagne. Il a le cœur d'une montagne, le gars. Sans la montagne, c'est vraiment le genre de personne qui en mourrait. Et on parle de ses efforts, c'est tellement bien fait, donc c'est vraiment une histoire mais bouleversante, de toute beauté, qui est extrêmement bien amenée, qui est extrêmement bien décrite avec de vrais faits historiques, et en plus on nous décrit vraiment ce qu'est l'alpinisme et la vision des alpinistes vis-à-vis des autres. Chacun voit la montagne différemment et voit l'alpinisme différemment, et c'était tellement bien amené, c'était tellement bien fait, c'était tellement beau. On a vraiment des thèmes qui sont abordés, qui sont vraiment, pour moi, c'est le meilleur de Jiro Taniguchi pour le moment. Et sincèrement, il est très fort probable que je relise cette saga d'ici quelques temps, parce que vraiment magnifique. Magnifique. Je continue également par la petite surprise de l'année qui est tombée pile à la fin de l'année 2023. Il s'agit du premier tome de Steam Sailor, donc l'Hélioport de I.S. Green aux éditions Gulfstream. Et mon Dieu, je ne m'attendais absolument pas à aimer autant ce roman. Ça a été vraiment la bonne surprise, le petit coup de cœur, enfin le petit coup de cœur, un bon gros coup de cœur déjà, auquel je ne m'attendais pas à la fin de l'année, mais en plus pile au bon moment, quoi, les gars, vraiment à la fin de l'année. Donc ici on est dans un univers steampunk, c'est du jeunesse. On va suivre une jeune femme qui s'appelle Prudence, qui vit sur Terre. Elle est orpheline, elle n'est pas très appréciée, en plus elle a un petit don un petit peu particulier qui, voilà, ils font peur aux gens et en même temps ils sont fascinés, donc voilà, elle n'a pas la vie très joyeuse. Or on sait que le monde s'est fracturé des siècles plus tôt, donc il est séparé entre ceux qui vivent sur Terre et ceux qui vivent sur des îles flottantes. Et ceux qui vivent sur des îles flottantes sont presque considérés comme des mythes sur ceux qui vivent sur Terre, parce que c'est deux vraiment mondes qui ne se croisent plus, voire presque jamais. Et vraiment, c'est ces deux mondes complètement opposés, jusqu'au jour où des pirates du ciel vont évidemment pirater le village où vit Prudence.
Et malheureusement pour elle, elle va se retrouver au milieu de ce cambriolage et elle va être kidnappée alors que c'était pas prévu au programme au départ. Et à partir de là, elle vit une belle aventure et je m'arrête là, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Franchement, ambiance au top, univers au top, intrigue au top, personnage au top. Vraiment, c'est de la jeunesse, mais alors, j'ai adoré. Il n'y a rien qui m'a déplu dans ce roman. C'était hyper bien emmené, c'était hyper bien fait. En plus, il n'y a pas de romance, c'est très bien. C'est un univers jeunesse, mais attention, tout n'est pas rose bonbon et on n'est clairement pas au pays des bisounours. Hein. Il y a des choses qui se passent qui sont assez effrayantes. Il y a quand même des morts, il y a quand même vraiment des choses assez dures. On est quand même dans un monde de piraterie. Mais sincèrement, Prudence est un personnage ultra attachant, les personnages secondaires sont ultra attachants, il y a une aventure vraiment hyper bien faite, hyper bien amenée, il y a une vraie ambiance que j'ai adorée et franchement, c'est un monde de piraterie et pour le moment c'est l'un des meilleurs romans de pirates que j'ai lu et j'ai hâte de lire la suite parce que ça va se lire très très vite et tout seul. D'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai mis là, ici. Mon frère m'a offert l'intégrale à Noël, donc voilà, je suis joie et bonheur. Et je termine du coup par Meute de Karen Kronberg, je crois, je ne sais plus le nom de l'autrice, aux éditions de Saxus. Et celui-ci, c'est vraiment le coup de cœur de l'année 2023. C'est la meilleure lecture que j'ai faite en 2023. C'est le roman qui m'a marqué, c'est le roman qui m'a emporté. J'ai adoré cette lecture. Donc ici, on est dans un univers post-apocalyptique, un petit peu futuriste, mais on n'est pas capable de vraiment situer la période. Mais c'est un univers qui pourrait être également assez contemporain dans des quartiers, dans des pays extrêmement dangereux où il ne fait pas spécifiquement bon vivre. Et donc ici, on va suivre 3 personnages, donc notamment Val, l'autre je ne sais plus comment il s'appelle et pareil un autre qu'on va surnommer Petit Loup. Et donc Val et l'autre personnage sont des amis d'enfance extrêmement loyaux. L'un d'entre eux a été mordu, donc il est devenu un loup-garou, mais c'est pas quelqu'un d'extrêmement sociable. Il est avec une meute parce qu'il n'a pas trop le choix. Il s'accommode de cette meute, mais moins il la voit, mieux il se porte. Et malheureusement, faisant partie d'une meute malgré tout, il a des devoirs également. Et un jour, la meute décide de partir, sachant très bien que lui n'a pas spécifiquement envie de les suivre. Ils lui disent, bah, le temps qu'on parte, tu vas t'occuper d'un jeune louveteau qu'on a trouvé qui est traumatisé et qui a besoin d'être surveillé. Et bah, ce jeune homme ne va pas avoir le choix et va accepter de s'occuper de ce jeune loup avec son ami Val. Je m'arrête là, franchement pour résumer, vous n'avez absolument pas besoin d'en savoir plus. Mon Dieu, ce roman, ce qui fait toute la beauté de ce roman, c'est les relations des 3 personnages. On a vraiment des relations qui sont mais de toute beauté, qui sont construites tout le long du roman. On a une véritable amitié, un amour entre les personnages qui est extrêmement fort et qui n'est pas forcément de l'amour romantique entre eux, c'est vraiment un amour absolu, de filial, d'amitié, mais vraiment c'est un véritable amour qu'il y a entre ces 3 personnages qui ont une façon bien à eux de le montrer. On a des personnages secondaires qui s'intègrent au trio qui sont extrêmement intéressants également. On aborde des thèmes quand même qui sont extrêmement importantes, des thèmes de différence, encore une fois, quand on dit différent des autres, on parle de handicap, on parle de traumatisme et c'était tellement bien fait, c'était tellement bien amené, c'était bourré d'émotions, c'était beau, c'était vraiment très très beau et je ne peux que vous conseiller ce roman. Si j'ai un roman à vous conseiller pour cette année, lisez Meute parce que sincèrement il est vraiment absolument magnifique. J'en ai même eu un peu larme à l'œil pour tout vous dire. Ce roman, c'est le roman à lire absolument. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour cette vidéo coup de cœur. J'espère que j'ai réussi à vous intriguer pour certains des romans ou pour le graphique du Sommet des Dieux. J'espère en tout cas malgré tout que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas comme toujours, petit pouce bleu, petit commentaire. Si vous avez la flemme, encore une fois, les emojis pour me prouver que vous êtes passé, que vous avez regardé la vidéo, c'est pareil, ça fait toujours du bien au moral. N'hésitez pas également à vous abonner si l'envie vous en vient. N'hésitez pas à me suivre sur d'autres réseaux sociaux
BookTok ou Instagram. Moi, comme toujours, je vais vous souhaiter de bonnes lectures. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et surtout, 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 prenez bien soin de vous. Bye bye!